Bonjour, nous sommes l'atelier scientifique de Vilgenis et nous allons vous présenter notre projet Nos maquettes de glacières du XVIIIe siècle, quand la physique conserve la glace. Nous avons appris qu'une glacière de 1760 se trouvait à proximité du lycée et nous nous y sommes intéressés. Notre objectif était de comprendre son fonctionnement. Nous avons donc découvert qu'une glacière était comme une structure semi-ensevelie où de la glace était mise en hiver et servait à conserver les aliments en été. Comme étudier la glacière n'était pas possible pour des raisons pratiques, nous avons décidé de construire des maquettes sur le modèle de la glacière de Massy. Nous les avons ensuite utilisées pour comprendre leur fonctionnement et modéliser la cinétique de la fonte de la glace en les étudiant expérimentalement. Nous avons fait de nombreuses recherches sur la composition des glacières, puis nous sommes passés à la construction de notre première maquette. Nous l'avons appelée maquette 0 et nous n'avons pas pu la tester. Pour la fabriquer, nous avons essayé plusieurs méthodes. La structure était composée de deux morceaux de grillage, un de 70 sur 50 cm et l'autre de 90 sur 50 cm, liés par le bas grâce à des fils de fer et qui nous servent de mur. Dans sa première version, nous avons rempli l'intérieur du grillage de sachets zip avec du calcaire et du grès, deux roches isolantes. L'objectif était de réussir à homogénéiser la répartition de ces roches pour une isolation maximale. Malheureusement, le contenu des sachets zip se regroupait dans le fond, ce qui rendait la fermeture de la maquette impossible. Nous avons donc essayé une deuxième version, où nous avons rempli à l'intérieur de la maquette uniquement avec du calcaire. Les mêmes problèmes que pour la première version sont survenus. Essayant de corriger cela, nous avons disposé des fils de fer à intervalles réguliers verticalement et horizontalement dans le grillage pour mieux répartir le calcaire. Ce qui a fonctionné mais laissait trop de vide à cause de nombreux fils de fer et formait des sortes de paquets. Pour éviter que l'air circule autant, nous nous sommes mises à la couture, remplaçant les fils de fer par des fils de pêche que nous avons cousus dans le grillage. Nous avons également renforcé l'isolation au niveau de la fermeture par un sac de tissu rempli de paille. Nous avons réussi à fermer notre quatrième et dernière version de cette maquette zéro, dont le résultat ne nous convient tout de même pas. L'utilisation du grillage ne permet pas une bonne isolation et elle ne tenait pas debout, se déformant assez facilement, ce qui rendait compliqué l'accès au matériel électronique. C'est pour cela que nous ne l'avons pas utilisé pour nos expériences. Cet échec nous permet d'évaluer la forme idéale pour nos maquettes et de nous pencher vers celles qui vont suivre, qui relèvent plus de la maçonnerie. Nos deux maquettes expérimentales, appelées respectivement maquette 1 et maquette 2, ont toutes les deux été construites en forme de puits en alternant le mortier et le calcaire. Nous avons lissé leurs murs extérieurs et intérieurs. Nous avons construit ces deux maquettes avec une différence qui vise à mieux isoler. La maquette 2 est 2 fois plus épaisse que la maquette 1, ce qui la rend 4 fois plus lourde. Nos objectifs sont de comprendre la cinétique de la fonte de la glace dans nos maquettes de glacières et de savoir laquelle de nos maquettes est la plus isolante. Pour cela, nous avons mis en place une routine qui nous sert pour mettre en place nos maquettes dans l'un des patios du lycée. Nous posons le contenant pour les glaçons ainsi que la partie électronique sur le sol et nous installons la maquette par-dessus. La maquette est ensuite recouverte de terre et de paille sur ses côtés. Nous lui posons ensuite son toit, qui est fait de laine de verre emballée dans du polystyrène, le tout posé sur une planche en bois. Pour stabiliser le toit, nous l'avons relié au sol à l'aide des deux piquets. Ces ajouts ont été faits dans l'objectif d'isoler le plus possible notre maquette. Je viens de parler d'une partie électronique. Elle est en effet essentielle pour avoir des données sur nos expériences qui consistent à remplir un contenant imprimé sur mesure d'environ 400 grammes de glace et de suivre l'évolution de sa fonte. La partie électronique comporte un capteur de force relié à une carte Arduino qui comporte un support pour simplifier les branchements. Cette carte est elle-même branchée à un ordinateur en filaire. Pour que le capteur de force puisse calculer la déformation qu'il subit et la transformer en masse, nous avons réalisé un programme Arduino téléchargé sur la carte Arduino. Afin de stocker les données, nous avons mis au point un programme Python qui est lui sur l'ordinateur. Actuellement, nous avons plus d'une cinquantaine de séries de données qui s'étendent d'avril 2025 à février 2026. Chaque expérience dure de quelques heures à plusieurs jours. Ça nous a permis de créer des graphiques représentant la fonte de la glace en fonction du temps et de différentes données. Pour répondre à nos objectifs, nous avons utilisé plusieurs méthodes. Pour commencer, nous avons exprimé pour chaque expérience la masse en fonction du temps en prenant pour origine le début de l'expérience. Nous avons remarqué que nos graphiques ressemblaient à des représentations graphiques de fonctions exponentielles. Et une exponentielle, c'est une solution d'une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant. Ce sont des fonctions que nous utilisons en mathématiques, en physique-chimie et en SVT.
Nous sommes partis de la loi de Newton et après quelques approximations, nous sommes arrivés à la formule delta m sur delta t est égal moins km. Donc obtenu de belles exponentielles, même si vers la fin des expériences, les données ne nous semblaient pas très fiables. Mais comme nos courbes ressemblaient à des exponentielles, on a pu déterminer ce qu'on appelle la constante de temps, notée tau, qui s'exprime en secondes. En physique, une constante de temps, c'est une grandeur qui caractérise la rapidité de l'évolution d'une autre grandeur dans le temps. Ici, c'est la rapidité d'évolution de la masse de glace. Pour la trouver, il faut relever l'abscisse du point d'intersection entre la tangente à l'origine et la limite de la courbe. En comparant les différents taux obtenus avec les courbes de nos résultats expérimentaux, on peut savoir quelle est la maquette la plus isolante. C'est celle qui a le plus grand taux. Nous avons donc comparé 3 séries d'expériences, celle pour la maquette au mur fin, au mur épais et enfin pour le bloc de béton. Puis, pour comparer nos expériences et nos maquettes, nous avons utilisé des nuages de points. Notre premier nuage de points exprime les variations de masse en fonction de variations de temps, mais on ne trouve pas de relation entre ces deux facteurs. Dans ces résultats, les facteurs extérieurs ne sont pas pris en compte, comme la température extérieure. En effet, nos maquettes n'ont pas été enterrées à la même période de l'année. Nous reprenons donc les mêmes séries de données que précédemment, et on détermine la température durant la journée grâce à notre station météo. Grâce à un programme Python de traitement de données, nous avons regroupé 2 séries de données d'expérience sur la fonte de la glace dans nos 2 maquettes en fonction de la température extérieure. Cela nous donne un résultat plus cohérent où la maquette au mur épais offre une meilleure isolation, ce qui n'était pas le cas avec le nuage de points. Nous nous sommes ensuite alors intéressés à un deuxième facteur qui pouvait influencer la fonte de la glace, la température du sol. Sur nos graphiques, où la vitesse de la fonte de la glace en fonction de la température du sol est renseignée, on remarque ainsi que plus la température du sol est élevée, plus la glace fond rapidement. Nous avons dans le même temps tracé V en fonction de M. Nous espérions trouver une droite qui passe par l'origine ou un résultat semblable, mais nous nous sommes rendus compte que cette formule ne pouvait pas fonctionner et que nos approximations étaient fausses. En effet, nous ne trouvions pas de droite et la représentation graphique ne passait pas par l'origine. Dans le même temps, nous avons obtenu un graphique où une fonction constante était visible au début. Il avait en effet fait très froid et la glace n'avait pas fondu dès le début de l'expérience. Cela nous a fait remettre en question nos visions approximatives des exponentielles. On a donc repris la physique à partir de zéro et on est parti sur l'étude de la thermodynamique de nos maquettes pour déterminer leur isolation. Pour cela, on a calculé la conduction thermique du mur grâce à la loi de Fourier, puis la conductoconvection entre le mur et l'air avec la loi de Newton avant de les additionner. Ainsi, nous obtenons des fonctions affines. C'est un résultat plus en rapport avec nos expériences. La fin de chaque expérience est floue. Cela vient du fait que le glaçon n'a plus de forme et que les formules ne sont donc plus applicables. Nous avons au final rempli certains de nos objectifs. Nous testons régulièrement nos 2 maquettes. Nous avons également modélisé et analysé la fonte de la glace grâce à nos expériences et nous avons pu comparer nos 2 maquettes entre elles. Il nous reste cependant encore à comparer nos maquettes avec les vrais glaciaires du XVIIIe siècle.